Salut Olivier, je suis ravi de t'accueillir dans cette interview. Donc j'accueille Olivier Rosenkrank, parisien de son état. Oui, Euh, tu as un beau fond d'écran, Olivier, à ce que je vois, bravo. Je crois que tu es un passionné de piscine, pas que, non? c'est la piscine de 42. D'accord. Donc l'objectif, c'est qu'on discute un petit peu entre nous. Le 2020, on vit une année complètement folle sur contexte sanitaire, Covid. Euh, et l'objectif, c'est un petit peu de voir comment on arrive à développer un business en 2020, comment conserver son job d'entrepreneur et le faire fructifier dans un contexte hyper chaotique, hyper incertain. Il y a beaucoup qui se brûlent les ailes en ce moment. Donc, comment toi, comment tu as vécu un petit peu 2020, Olivier, et puis comment tu vois un peu la suite? Quel est, à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Qu'est-ce que toi, tu as mis en place? Qu'est-ce que tu prépares pour faire de demain quelque chose qui est plus certain, plus prévisible? Est-ce que tu peux un petit peu peut-être nous dire un petit peu quel est en quelques mots ton parcours et puis voir un peu comment tu te positionnes en 2020? Ok, donc, bonjour Jérôme. Du Crank et je suis à mon compte depuis 20 ans. Et précédemment à cela, j'étais un développeur, comme on ne dit plus, d'ailleurs on l'a dit un moment, no life, geek, et donc voilà, développeur où j'ai passé mes nuits de mes 15 ans à mes 35 ans à faire des développements avec pas mal d'innovations à mon actif. J'ai eu la chance d'être au moment où il fallait, quand il fallait. Donc depuis 20 ans à mon compte et j'interviens comme, alors on dirait CTO, Chef Technical Officer, CPO, Chef Product Officer, en gros en français, directeur technique ou directeur produit, voilà, donc pour rester français. Et mon terrain de jeu sont plutôt les sociétés de une, deux personnes à une centaine de personnes. Et donc, dans ma carrière, j'ai beaucoup participé à des sociétés en hypercroissance, comme étant le directeur technique ou directeur. Et donc, je revends ce savoir-faire depuis donc, voilà, 20 ans. Je travaille de manière assez proche avec les investisseurs qui me demandent mon avis avant d'investir. Et avec les entrepreneurs, alors qui sont soit des entrepreneurs où je suis le premier directeur informatique, directeur technique de la société. C'est pour ça que je suis aussi de temps en temps cofondateur de pas mal de startups. Ou alors le CTO quand la société a déraillé et qu'il faut remettre une équipe sur les rails. Alors on va plutôt parler deuxième, euh, de cette deuxième option dans ce qui nous intéresse parce que même si en 2019-2020, il y a toujours des nouvelles sociétés, là je dois dire que sur 2020, on pourra en parler, il y a des nouvelles sociétés, mais c'est quand même, elles n'ont pas forcément les investissements. Le monde de l'investissement a aussi ralenti clairement depuis septembre et nous sommes dans la crise. Alors donc voilà, mais bon, pour revenir sur mon activité principale, qui est celle de directeur technique, directeur informatique. Alors en fait, j'ai fait, avant le Covid, j'étais en très bonne activité, très forte activité. Alors moi, j'interviens toujours en temps partiel dans les sociétés. Je suis de 1 à 3 jours par semaine dans les sociétés. C'est à la fois un choix et c'est à la fois aussi une cohérence économique parce qu'une start-up n'a pas forcément les moyens de se payer du consulting comme je fais à plein temps et il n'y a pas forcément l'intérêt. Lorsqu'il y a deux personnes, on ne va pas y passer 5 jours à organiser. Bon, quand il y en a 15-20, c'est un autre problème.
Mais donc, du coup, je module et puis ça me permet d'avoir une richesse intellectuelle assez forte puisque je vagabonde de société en société et ça me permet de tester des nouvelles méthodes, de regarder des produits, de les amener et de faire tourner tout ça dans un cercle virtueux où je suis jamais nécrosé. Voilà. Alors, je suis un passionné d'informatique à l'origine. Je continue à avoir des ordinateurs pour compiler. Je ne revends pas aujourd'hui comme étant développeur. Par contre, pour organiser des équipes de développement, il vaut mieux savoir un petit peu de quoi on parle. Et c'est vrai que le monde informatique, c'est dingue. C'est dingue. J'ai beau être dans plein de sociétés, j'arrive dans une boîte, il y a toujours un nouveau produit, il y a toujours une techno qui est arrivée. Enfin voilà, mon Oui, c'est informatique, toujours en mouvement c'est en mouvement. tout le temps et ça a toujours été en mouvement, c'est Le- clair. la base, et on va en parler, c'est que je suis un agiliste depuis le début, depuis 20 ans. J'ai eu la chance d'être chez Business Objects des années 90 à 2000. On était sur de la méthodologie, ce qu'on appelait le RAD à l'époque, Rapid Application Development. C'était pas tout à fait l'agilité, mais en fait, on a été confronté à de l'agilité avant l'année 2000, puisque l'agilité commence à arriver quand même. Et puis, depuis que je me suis mis à mon compte, j'étais vraiment un early bird, un évangéliste agile, et aujourd'hui, je ne fais que ça. Et c'est ce qui me permet d'ailleurs de pouvoir organiser les sociétés en étant… Alors, dans l'ancien monde, nous allons une fois par semaine dans une société, parce qu'on a des réunions qui ont lieu une fois par semaine, et ça permet d'avoir ce rythme-là et de ne pas être toute la semaine en train de demander aux gens qu'est-ce que vous faites, etc. En tout cas, pas de manière formelle. Et voilà. Alors ça, c'est hyper important parce que, donc, avant le crash du printemps, j'étais sur 3 sociétés que j'accompagnais en mode présentiel. Alors, c'est la question que j'allais te poser pour rebondir sur ce que tu évoques, Olivier. Dans ma culture et dans la culture de chacun, une méthode agile est une méthode qui réunit des personnes, a priori plus en présentiel qu'à distanciel, qu'en distanciel. Et en ce moment, en 2020, on est en train de vivre une révolution copernicienne là, avec la crise sanitaire. Est-ce qu'on peut toujours utiliser le terme mode agile lorsqu'on est avant, autour, être en mode Scrum, tous réunis autour d'une table à moins d'un mètre, bonjour et les règles sanitaires, la distanciation sociale, et puis demain, on va peut-être se rendre compte qu'on va être de plus en plus à distance. Comment est-ce qu'on arrive à concilier l'efficacité de l'agilité et puis tout ce qui nous tombe dessus en ce moment? Pour une entreprise, est-ce que c'est compatible? Oui, alors ça l'est puisque je le fais. Alors, tu vas nous raconter. Il y a l'agilité, il y a une dimension humaine depuis le début. On ne peut pas prétendre à faire de l'agilité dans un contexte essentiellement humain qui ne s'y prête pas. Ça, c'est vrai. C'était souvent une question qu'on me posait. Quelles sont les conditions de l'agilité? Les conditions de l'agilité, c'est quand même avoir une équipe dans laquelle on a confiance, sur laquelle on laisse des libertés. Liberté ne veut pas dire contrôler, hein, on ne contrôle pas. D'ailleurs, dans l'agilité, on contrôle beaucoup. Donc, il y avait des valeurs humaines très fortes. Ça s'est transformé à garder ces valeurs humaines. Alors, aujourd'hui, en informatique, donc, je suis dans un milieu d'informaticien. Évidemment, on ne parle pas d'autre chose. Hein, c'est mon terrain de jeu. Heureusement, il y a tous les outils qui permettent de faire de travailler de chez soi, c'est-à-dire des gestions de projet comme Jira, qui sont des outils pour gérer le Collaboratif. projet. Il y a tous les outils de chat, euh, donc de Messenger, de Skype, de tout ce qu'on veut. Voilà, d'ailleurs, essentiellement, ces 2 outils-là, mais ce ne sont que des outils. Ce qui est devenu très prégnant, vraiment un vrai souci, c'est garder la cohésion d'équipe. Et finalement, quand ça nous est arrivé au printemps dernier, instinctivement,
j'ai dit aux équipes que je manageais, on va faire des réunions 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. Alors, celle du matin, quelque part, c'est un cérémonial qui existe avec l'agilité, ce qu'on appelle le stand-up meeting, qui est, on se pose tous 3 questions. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Quels ont été mes problèmes hier? Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ça, de toute façon, c'était un cérémonial en présentiel et hyper important d'une équipe agile. Donc, je l'ai transposé finalement tous les matins à faire le tour de table avec Visio, mais avec Visio, avec Zoom, En en visio avec Zoom. visioconférence et avec Zoom. Mais on peut le faire avec autre chose que Zoom, sauf que Zoom est plutôt très bien. Et permet de cacher la misère, parce que je ne suis pas au bord de la piscine, Ah, d'accord. vous l'avez compris. Ah, je n'avais pas compris. Ouais. Euh, et donc, que voulais-je dire? Oui, donc ça, c'était important. Et très vite, euh, on a mêlé la discussion de café avant ou après ce tour de table. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans l'équipe que je gérais, il y avait des célibataires. Et donc, on était à la première saison, hein, qui était avec un confinement très fort. Il y avait des gens qui avaient je voyais les enfants courir derrière eux. Donc, tout le monde n'habite pas dans 150 mètres carrés ou dans une grande maison. Et très vite, j'ai senti que, du coup, ces gens-là allaient avoir une charge euh, importante de stress, non pas liée au travail. Alors, on voit après que lié au travail, il y a une charge de stress, mais ne serait-ce que d'environnement. Et en plus, lorsqu'on fait une visioconférence de chez soi, on ouvre la porte de chez soi. C'est-à-dire qu'en fait, bon, là, j'ai la piscine, mais derrière, il y a chez moi et on est, ouais, je suis quand même sur mon siège, enfin, on voit mon siège un peu derrière. Enfin, on est chez soi, on n'est pas dans le contexte du travail. Et donc, du coup, il est important de s'intéresser aux gens. Et puis, on parlait du Covid, on en parle encore plus dans cette saison 2, du Covid, qui est quand même, qui est quand même un virus assez méchant. Et donc, c'est quand même important de se préoccuper à la fois de la santé physique, de la santé morale et de l'esprit d'équipe. Et donc, clairement, le liant à de l'agilité et à ce qui existait déjà dans l'humain, c'est réellement d'entretenir le lien avec son équipe. Mais d'une manière vraiment profonde et d'une manière à la fois euh, formelle et informelle. Formelle d'une réunion de points tous les jours, comme le fait l'agilité, et informelle, l'espace café. Donc, L'espace café qui n'existe pas. ce que tu Ouais. veux dire, si je te comprends bien, c'est que la visioconférence a complètement déséquilibré la vie privée et la vie professionnelle, Ouais. et d'une part, et d'autre part, a distendu ce lien entre les équipes, c'est-à-dire qu'en fait, les équipes qui avaient la machine à café, qui se parlaient au détour d'un couloir, elles se sont retrouvées complètement dépourvues, voire même avec peut-être, comme tu dis, des problèmes de stress, de gestion de la solitude, parce qu'elles se retrouvent à distance. Et ça impacte, ça tu l'as vécu, toi, dans les équipes que tu as revues, avec lesquelles tu es. Tu as vraiment vu les gens qui étaient impactés par cette situation? Oui. Ah oui, oui, si on n'y prend pas attention, on est des êtres humains et le contact, il est de toute façon hyper important lorsqu'on est en présentiel, lorsqu'on est dans un bureau. Et dans une équipe agile, en plus, on doit tous être autour on doit être proche en plus, hein, puisque l'agilité, pour le coup, dit qu'on fait les fonctionnalités d'un produit sont des scénarios utilisateurs, mais il y a un métier qui s'appelle un product owner qui doit être proche des gens pour répondre aux questions. Et donc, du coup, ce lien, il est vraiment, vraiment cassé. Euh, donc, quand on est en période de total confinement, euh, c'est au manager. Alors, il y a un rôle dans l'agilité qui s'appelle le Scrum Master,
Mais bon, on va dire au manager, si au-dessus même de l'équipe ou le Scrum Master, il doit pas attendre qu'il il doit pas attendre du retour, il doit vraiment le provoquer ces discussions informelles, parce que les gens, ils ont envie de parler. Voilà. Alors après, il y a la messagerie instantanée, il y a le chat, qui est quelque chose d'important, pour garder le lien d'équipe. Mais voilà. Donc du coup, cette gestion du stress, enfin, j'appelle ça gestion du stress, d'ailleurs, parce que finalement, ça se transforme comme ça, est très important. Et je pense que ça fait naître des opportunités, clairement, parce que les gens ne le voient pas arriver et on se sent sûrement glissé, enfin pas instinctivement, mais on se sent glissé sans Sans le s'en rendre savoir. compte, c'est ça que tu veux dire. On est, je pense, exactement, vous savez, enfin, tu sais, l'histoire de la grenouille, j'aime bien dire, c'est-à-dire que tu mets une grenouille et tu fais chauffer de l'eau, la grenouille, elle va mourir, bon, c'est un peu glauque l'histoire, elle va mourir dans de l'eau bouillante, alors que si tu as une casserole d'eau bouillante et tu jettes ta grenouille dedans, euh, elle va sauter, elle ne va pas rester dans l'eau bouillante. Alors, perso, je n'ai jamais fait l'expérience en vrai, Moi non plus. mais j'aime bien penser que pour la grenouille, surtout dans le deuxième scénario, j'aime bien penser qu'elle s'en tire. Non, mais sinon, on peut prendre une image d'une voiture. Tu as ta voiture qui se dérègle, forcément, c'est mécanique, et tu ne sens pas que en fait, ta voiture n'avance plus et tu la prêtes à un copain. Et donc, le gars, il va te dire, mais elle n'avance pas, ta voiture, elle est encrassée, et toi, tu ne te seras pas aperçu qu'elle ne marche pas. Voilà. Et donc, c'est intéressant parce que l'agilité, c'est beaucoup des images. C'est Voilà. beaucoup de métaphores, c'est clair. Donc, C'est ce que une tu dis, métaphore c'est pour qu'on faire ne quoi. se sent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette prise de conscience immédiate qu'il y a quelque chose qui tourne à volo, enfin, qui se passe mal, quoi. Clairement, non. Et d'ailleurs, les coordonnées les plus mal chaussées, je suis sorti absolument hyper fatigué de ces 55 jours de la première saison. Mm. Parce qu'en fait, pourtant j'ai une grosse capacité de travail, hein. Et là, je faisais minimum 10 heures par jour. Ma première réunion était le matin avant 9 heures, ma dernière était à 18h30, enfin, commençait à 18h30. Non, finissait à 18h30, excuse-moi. Mais enfin, elle se prolongeait souvent jusqu'à 19h. Et donc, j'étais vidé. Et j'étais vidé, pourquoi en plus j'étais vidé? En fait, en télétravail, on est vidé pour deux raisons. La première, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que finalement, la visio, on se parle, mais toi, récepteur, ton cerveau, il est obligé d'être beaucoup plus concentré puisqu'on a tout le non-verbal qui passe difficilement. Et donc, sur notre entretien, ton cerveau enfin, tu dois rester concentré parce que sinon, c'est pas comme dans une réunion où il y a un bruit ambiant et en fait, ton cerveau, il peut se mettre un peu en mode euh, pas roue libre, mais voilà. Alors en visio, bon, encore on est deux, mais on serait trois ou quatre. Tu sais pas quand est-ce que ça va arriver, ton intervention, et donc tu dois être absolument concentré. Et puis, il y a cette notion au niveau du travail d'urgence aussi qui est arrivée. C'est-à-dire que, ah bah oui, mais tu es chez toi, alors tu peux le faire. Alors tu es chez toi. Et donc, euh, ça aussi, c'est quelque chose qui est arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'enchaînais des sujets, alors, bon, de mon côté, divers et variés, mais je vois bien aussi avec les équipes, c'est-à-dire qu'il y a plus, la notion de temps, elle est un peu bizarre parce que du coup, on est chez soi, on peut se dire qu'on a plus de temps parce qu'on ne va pas travailler, mais du coup, on s'en rajoute plus. Il y a un autre adage qui dit que, alors celui-là, je ne suis pas chimiste, mais les chimistes qui écoutent peut-être le diront, c'est qu'on dit que le travail, c'est comme le gaz, ça occupe tout l'espace. Messieurs les chimistes, si vous m'écoutez, vous vont me dire, ah, c'est pas tout à fait vrai. Mais bon, j'aime bien aussi y croire, c'est comme ma grenouille. Ou la Et donc, nature a horreur du vide, voilà, après c'est… voilà. Et donc, alors ça, je me suis fait engueuler sur cette phrase-là.
Je ne la dis plus parce qu'une fois, je suis tombé sur un scientifique qui m'a démontré que c'était complètement faux. Non, mais donc du coup, mais bon, l'image est là aussi, c'est qu'on se donne plus de temps et on se dit qu'on a plus de temps et en fait, non, on en fait plus. Et si on ne se donne pas des limites, euh, ben, encore une phrase, les limites libèrent et si on n'en a plus, on n'est plus libéré. Et donc, tout ça va être une fatigue plus la famille qui est derrière ou la famille qui est à côté, etc., etc. Et on en sort lessivé du télétravail. Donc, en fait, c'est cette notion de… parce qu'on se rend bien compte que première saison, on s'est tous laissé prendre au piège par ce que tu évoques, effectivement, les journées super chargées et puis le temps qui n'existe plus. Donc, ça veut dire que finalement, pouvoir s'en sortir chez soi, comme tu le décris, ça veut dire qu'il faut apprendre à se connaître, apprendre à s'écouter, à apprendre à se fixer des limites. Exactement, exactement. Apprendre à se fixer des limites et apprendre à écouter Des signaux faibles. des signaux faibles. Exactement. Et il va falloir apprendre parce que le monde de demain, là, on n'est pas prêt de retourner à du présentiel comme on est. Je pense qu'on va arriver sur un monde mix, qu'on a essayé de faire d'ailleurs entre les deux, là, en septembre, en octobre, d'être à la fois en présentiel et en télétravail. Je pense que ça c'est un bon compromis parce que, une fois de plus, on a quand même besoin à un moment d'échanger, de se voir vraiment. C'est-à-dire que faire ce qu'on fait là, ça a quand même, ça a quand même des limites. Avec le terme à la mode, c'est le blending working que tu connais aussi, c'est-à-dire que Oui, c'est le nouveau mot qui est arrivé, nouveau donc mot à la mode. le mode mixte. Donc c'est vrai, voilà. Alors, c'est vrai que dans l'agilité, dans la gestion de projet, que j'ai finalement la méthode que j'ai un peu mis en œuvre chez mes clients. En fait, je l'ai fait en live, hein, puisque du coup, je ne m'étais pas préparé. Alors, d'un autre côté, j'avais l'habitude de travailler en offshore, donc je connais comment est-ce qu'on peut travailler en offshore, hein, enfin, donc avec des boîtes qui ne sont pas en France, ou même en France, mais pas dans les locaux. Et puis, j'avais l'agilité. Donc, du coup, j'ai mêlé un petit peu tout ça. Et donc, c'est vrai qu'il faut continuer à avoir la motivation des équipes. Donc, l'agilité, elle peut permettre ça, c'est-à-dire avoir des délais courts, avoir des quick wins, donc des victoires rapides, que le temps, il est décomposé à la semaine. Donc, du coup, on ne voit pas les jours passer parce qu'on a des livrables toutes les semaines et on n'a pas le temps de se poser des questions sur le temps qui passe, pas vite ou vite, mais en tout cas, on est avec des petites échéances. Dans l'agilité, les produits sortent de manière incrémentale et itérative, hein, donc ça fait partie de l'agilité. Plus ce côté humain qui doit vraiment donner, bah, fait qu'on peut travailler. Du coup, là, pendant 2 mois, je l'ai expérimenté en mode mixte, enfin en mode présentiel, télétravail. C'est génial parce que, et alors, en fait, ce qui était incroyable, c'est que les jours où on était en présentiel, c'est un peu des jours de récréation parce que les gens étaient contents de se retrouver et finalement, ce sont les jours où on bossait le moins. Et oui, c'est l'informel qui a pris le pas. Donc, en fait, on se raconte presque ces petites histoires C'est ça, qu'on a vécues. voilà, ouais, donc, Ouais. mais ça faisait un très bon mix. Et voilà, il n'y a pas eu de dépression à noter chez les clients, chez les sociétés que j'ai aidées. Le moral est très important. Ça fait partie d'une des valeurs, d'un des principes de l'agilité, hein, de garder un rythme qui doit être continu, etc. En fait, l'agilité, vraiment, dans l'ADN de l'agilité, il y a tout ce qu'il faut pour travailler, sauf qu'en fait, quelque part, il y a une des méthodes agiles qui s'appelle l'extreme programming, qui était très orientée sur la programmation. En fait, mais le mot extrême, c'est bien, on le fait à l'extrême. Donc, on faisait les tests avant de développer, on fait les choses avant de faire, etc. Et j'ai envie de dire que dans l'extrême, je sais pas, l'extrême agilité, là, c'est que c'est humain first, quoi. L'humain en premier, et derrière, ça va tout découler de toute façon. Tout découle. Mais
faut pas imaginer que ça va se passer comme ça et que les gens vont automatiquement. Enfin, aujourd'hui, on fait la panacée du télétravail, etc. Mais ça reste compliqué dans les faits. Parce qu'en fait, on se rend bien compte que ça, je ne sais pas si tu fais le même constat, mais ce qu'a révélé 2020, c'est que, mais tu l'as dit à la fin, c'est-à-dire que l'humain revient au centre de l'échiquier dans l'affaire. Et donc, on se rend bien compte que l'humain, c'est bien le maillon faible. Mais on s'en doutait un petit peu avant, mais là, c'est remis en évidence. C'est-à-dire que là, dans les problématiques d'entreprise, de business, etc., on a l'humain qui revient vraiment dans le passage obligé de la réussite de l'entreprise. Ce qui Et veut. Mais alors, comment est-ce que toi, comment tu vois la suite? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, l'agilité dans les projets, un projet il doit avancer coûte que coûte, mais sauf que demain, ce n'est pas une voie dégagée, ça va être une voie un peu, si on s'imagine avec une machette dans la jungle, ça va être un petit peu ça le rôle d'un entrepreneur. Donc, comment est-ce que c'est quoi est-ce que tu as une machette bien aiguisée? Comment tu vas pouvoir avancer? Comment tu vas pouvoir faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit une entreprise qui soit performante, productive et des hommes qui tiennent le choc derrière? Comment tu prépares la suite? Comment tu vois les choses là sur 2021 et on terminera sur cette projection un petit peu. Comment tu vois la suite et ce que tu prépares? alors, évidemment, moi, je suis dans l'informatique, qui était un domaine quand même assez prédisposé à travailler de chez soi, hein. Donc, je pense que ce dont on parle là, depuis le début, ça va devenir la normalité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vu les projections qu'on a aujourd'hui, l'OMS qui dit que de toute façon, évidemment, le virus, on va devoir apprendre à vivre avec le virus. On sait tous que le vaccin, avant qu'il arrive, qu'il soit généralisé, qu'il soit efficace, etc., il va se passer quand même un peu de temps. Donc, je pense qu'il faut apprendre à vivre en mode mixte, c'est-à-dire on est un peu au boulot et on est un peu à la maison, et, et de faire très attention à l'humain. Alors, on est une fois de plus dans un métier où on peut se le permettre, mais je pense que de toute façon, demain, et on le voit aujourd'hui, les gens sont, d'une manière générale, sont assez désespérés. On voit bien que les commerçants, derrière leur perte de chiffre d'affaires, etc., qui est absolument terrible, ils ont une perte du contact humain aussi, hein, de plus voir les gens. Et quand on interroge d'un autre côté les gens qui ne peuvent pas aller dans les commerces, ils sont aussi, euh, tristes. Et donc, je pense que il va y avoir beaucoup de. Enfin, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de casse humaines si on n'y fait pas attention. À minima, De, dépression, de déprime, pour ne pas dire plus dépression grave. voire plus grave. Donc, à mon avis, aujourd'hui, encore plus qu'hier, je pense que l'entrepreneur doit être vraiment un phare quelque part pour passer cette crise qu'on n'a jamais connue, en fait, quelque part. Enfin, dans l'humanité, à part quand il y a eu la peste bubonique ou la peste noire il y a quelques années, c'est assez nouveau. Voilà. Et donc, voilà. Donc, tout passera par l'humain et les outils. Mais attention, comme je le dis, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, il y a plein d'outils informatiques. Oui, on peut faire beaucoup de choses de chez soi, mais ça ne reste que des outils. Oui, donc c'est un moyen. Parler C'est un à, moyen. parler à Google, j'ai une Google Home chez moi, c'est très drôle, c'est marin, voilà, j'ai de la domotique, c'est super. Google ne fait pas partie de ma famille. C'est pas. Il y a le lien humain, il y a le non-verbal, il y a les émotions, il y a le libre arbitre. Il y a tout ça qu'on ne va pas remplacer et il faut faire hyper attention à ça. Il ne faut pas aller dans cette science-fiction-là qui a pu être de se dire que demain, les machines remplacent tout, les machines machin, etc. Non, c'est l'humain et il faut vraiment s'en préoccuper. Et donc, c'est ce que j'ai commencé à faire avec la méthode, enfin, une méthode empirique, hein, qui était ce que je t'ai raconté, c'est-à-dire de l'agilité,
plus de la gestion de stress avec effectivement ton métier de la sophrologie, de la relaxologie, enfin, tout ce qui va être humain pour encadrer l'humain, lui mettre des limites et faire que sa limite d'individu fasse que l'équipe fonctionne. C'est-à-dire que des équipes, c'est des individus. Voilà. Donc si on ne fait pas attention à l'individu, c'est compliqué d'avoir au-dessus l'équipe. Est-ce que ma dernière question, tu es confiant est-ce que tu penses que les entreprises vont faire preuve de résilience dans les mois à venir et dans les années à venir? Alors, effectivement, je ne parle pas des commerçants où là, malheureusement, il peut y avoir de la casse. On va plus centrer ma question sur le tertiaire. D'expérience, en France, on n'a jamais été champion à innover. Je le sais parce que ça fait 20 ans, comme j'ai expliqué, que j'étais plutôt, ma réputation est plutôt d'être le pompier des sociétés. Donc, je peux te dire que même dans l'ancien monde, euh, en France, on n'aime pas anticiper et on réagit que quand on est dans le mur. Quand on est dans le mur, Bah, très on l'a souvent. bien vu d'ailleurs lors de la première saison, pour parler de première vague et par Donc, rapport. je pense qu'il va y avoir un mur qui va être heurté et après, on va voir comment est-ce qu'on fait. Mais non, je suis pas hyper enfin, non, enfin, l'expérience montrait qu'en France, on n'a jamais été très, 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 très innovant pour voir les crises et surtout pour l'anticiper et pour avoir des nouveaux moyens de faire autrement. Bon, donc Mais le voilà. fin Après, mot, ça serait de dire, on dira, on verra. mais voilà. Le fin mot, ça serait de se dire, essayons, la grande famille d'entrepreneurs, d'anticiper un maximum et puis de replacer l'humain au centre de l'échiquier, encore plus maintenant, demain, parce que de toute façon, quand le Covid sera terminé, on ne sera pas à l'abri d'un autre virus et puis le monde sera Oui, tellement chaotique demain qu'il va falloir de toute façon être organisé sans uniquement être des outils, c'est-à-dire vraiment considérer que l'être humain est au centre de l'échiquier, clairement. tout à fait, c'est ça. Bah, écoute, merci Voilà. Olivier de ton éclairage, de ton expérience terrain. Ça nous a permis, je pense, à tous de se rendre compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc l'objectif, c'était de nous apporter un éclairage un petit peu sur ce que peut être demain si on n'y prend pas, si on ne fait pas gaffe à tout ce qui peut nous arriver. Il faut que les entrepreneurs arrivent à prendre conscience dès maintenant de l'utilité de voir les choses sous un autre angle, un autre point de vue, un autre regard sur. Moi, je suis en tout cas persuadé qu'on peut mêler à la fois la performance, qui n'est pas un gros mot, et l'équilibre de l'individu. C'est en fait, je pense, l'équation qu'il va falloir qu'on résolve tous là dans les mois et à venir, dans les mois et années à venir. Merci Olivier et je te souhaite Merci, bonne continuation dans ton business. À bientôt. Ciao. merci. Au revoir.